Bien, voilà. Maintenant, Olivier, c'est à toi. Merci Myriam, merci François, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue donc à ce second débat, la peur de demain. Je vous présente nos invités. Michel Cotta d'abord, journaliste, que tout le monde connaît ici dans ce département, évidemment, qui est niçoise. Frédéric Fernet, à mes côtés, écrivain, journaliste, critique littéraire. J'ajoute que vous publié un livre dans 2 semaines chez Albin Michel sur Churchill. Olivier Pourriol, écrivain, philosophe d'abord, philosophe, écrivain, et Emery Doliger, conseiller média. Alors avec vous quatre, on va évoquer la peur de demain, les peurs de demain. Et je voudrais, parce que la peur est déclinée tout au long de ce week-end, qu'on pose d'abord le débat avec vous, Frédéric Fernet, et que vous puissiez nous apporter quelques éléments de définition, à la fois de la peur et de l'avenir, au plan littéraire peut-être. On en parlera au plan philosophique avec vous, Olivier Pourriol. Mais Frédéric Fernet, quelle est votre définition de ces deux notions, la peur et demain, l'avenir ? On vient de nous le dire, le vocabulaire de la peur est multiple et sa sémantique épaisse. Donc je voudrais m'en tenir pour commencer à quelques remarques simples, si vous voulez. Je voudrais essayer de trouver des points d'accord en évitant peut-être, mais l'emphase et la polémique du débat précédent. La peur, c'est un sujet polémique. Si on veut y comprendre quelque chose, il faut évidemment se prémunir contre cette tendance qui affecte invinciblement la politique et les médias. Je fais juste une parenthèse. La musique qu'on a entendue au début de notre débat, je ne sais pas si vous l'avez reconnue, c'est Les Dents de la Mer. Cette musique est effrayante et Spielberg, qui est malin, a très bien compris qu'on a d'autant plus peur qu'on n'a pas encore vu le requin. Tout le début, on entend ce ton, et puis évidemment, quand le requin paraît, la peur est un objet, elle est identifiée, et comme c'est du carton-pâte, on a un peu moins peur. Alors premièrement, la peur. Si on ne se souciait pas de l'avenir, si on se foutait de ce qui va advenir, de nous, de nos enfants, de la France, du monde, de l'Europe, on n'aurait pas peur. Le problème, c'est que, 1, on n'y arrive pas, et que 2, c'est irresponsable. Que va-t-on manger cet hiver ? Vous vous rappelez la cigale et la fourmi ? Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants ? Que vont devenir les ours blancs ? Etc. Être responsable, c'est répondre de nos actes. Mais c'est ça qui fait peur. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se réfugie dans le passé, dans l'amour du passé, c'est-à-dire dans des souvenirs qu'on transforme en regrets. C'est assez français, cela. C'est le premier danger. La pente, le penchant invincible des Français, à quoi il faut essayer de résister, c'est 1, la nostalgie morose, c'était mieux avant. 2, la lamentation, c'est affreux ce qui va nous arriver. Le second danger, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est de fabriquer artificiellement un objet qui fixe ou qui cristallise la peur, ce qu'on appelle un bouc émissaire. Cela dit, ça marche. Historiquement, ça a toujours marché, jusqu'à un certain point, et non sans danger. Donc un autre, c'est-à-dire l'étranger, l'autre, le Rome, le juif, le musulman, les sorcières au Moyen-Âge. Et paradoxalement, par là, on croit se rassurer, on croit circonscrire la menace. On croit. D'où vient la peur ? La peur, c'est l'apanage du vivant, et de l'homme en particulier, surtout quand il est français et qu'il vit au début du XXIe siècle, sans trop comprendre ce qui lui arrive. Peur de la mondialisation, du réchauffement climatique, du virus Ebola, de la grippe aviaire, du terrorisme islamique, de la vache folle, de Marine Le Pen, du chômage, peur que la récolte soit pourrie et que le vin soit mauvais cette année. Chacun la sienne de peur. Bonne nouvelle, mais oui. Quand on a peur, ça prouve au moins une chose, c'est qu'on n'est pas encore mort, c'est qu'on est même encore un peu vivant. Alors, bien sûr, on ne peut pas oublier qu'il y a un usage politique de la peur, ça a été évoqué aussi dans le premier débat. La peur, c'est aussi une façon de vivre, une façon de gouverner, c'est celle des tyrans, des États voyous, des États totalitaires, et même des démocraties quand elles sont malades. Ça peut même devenir un système, ça s'appelle la terreur.
Alors, comment vaincre la peur? Et puis, je ne veux pas être trop long, je reprendrai la parole ensuite. Le seul remède à la peur, on le sait, c'est l'action. Facile à dire, parce que l'action annule la peur, mais la peur paralyse l'action plutôt. Et puis, il n'est pas si facile d'agir quand on a perdu toute illusion dans la politique et dans les politiques. Alors là, j'ai parlé de la peur, je parlerai ensuite de l'avenir, mais c'est lié, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Je voudrais d'abord laisser la parole à Michel Cotta et Frédéric, on reviendra vers vous tout à l'heure. Michel Cotta, Frédéric Fernet disaient que la peur du lendemain, elle a toujours existé, ça ne date pas de 2014. Oui, elle a toujours existé. On se rappelle la peur de l'an 1000. Et moi, pour ma part, je me rappellerai de la peur de l'an 2000 qu'ont connu beaucoup des spectateurs qui nous regardent. Vous vous rappelez que la peur de l'an 2000, il était dans notre tête à tous que l'an 2000, le passage à l'an 2000, était tellement dangereux qu'il y aurait un bug. Vous vous rappelez, c'est à ce moment-là qu'on a tous parlé du bug informatique. Donc on a eu peur de l'an 1000 comme on a eu peur plus tard de l'an 2000. Alors, ceci étant, c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, on a, je ne me situe pas au niveau de la philosophie, mais simplement au niveau peut-être de ce que nous vivons, la peur est dominante. Alors, c'est effectivement, je crois que Frédéric l'a dit, quelque chose qui est bien pratique, au fond, la peur, parce qu'on ne fait rien contre la peur et on se contente de courber la tête et c'est un mal français. Enfin, on a peur sûrement de la fin du modèle social à la française. Dieu sait qu'on nous a parlé de ce fameux modèle social à la française. Et aujourd'hui, on s'aperçoit par tous les bouts que ça ne tient plus. Que l'école est en péril, que la sécurité sociale elle-même peut être chose effroyable, modulée, j'ironise évidemment. Bon, donc on a l'impression que ce modèle social français dans lequel on s'est tellement réfugié pendant très longtemps, en disant, parce qu'en même temps que les Français sont un peuple qui se lamente, c'est aussi un peuple qui a tendance à avoir un esprit de supériorité. Donc on a tellement eu l'impression que ce modèle français était le meilleur, qu'il était celui qu'il fallait exporter partout en Europe et dans le monde, qu'évidemment, lorsque le modèle social français souffre, les Français eux-mêmes ont peur. Et puis, bon, on voit bien la multiplication, les changements font peur. Or, on est dans une période de changement terrible, que ce soit sur le terrain informatique qui quand même bouscule tout. On sait bien les uns et les autres que ça bouscule tout, mais on n'arrive pas à analyser jusqu'où ira la révolution entraînée par ça. Bon, tout ça, évidemment, sont des éléments de peur en même temps que les pays émergents. Alors, je crois qu'il va y avoir un débat sur sur le monde, mais enfin, il est évident que l'idée que justement face aux démocraties qui ont fait l'Europe sont en train de naître des puissances qui lui échappent et qui sont même supérieures à l'Europe est quelque chose qui tétanise tout le monde. Alors, une fois qu'on a dit ça, on pourrait ne pas s'arrêter. Alors, face à ça, au fond, qu'est-ce que les Français et qu'est-ce que les gens attendent? Alors, un pouvoir fort, évidemment, ce serait le meilleur des cas. Un pouvoir fort, un pouvoir qui à la fois aurait tout en tête et aurait déjà analysé tous les éléments que nous n'avons pas analysés nous-mêmes. Quelque chose une sorte de Dieu d'une Olympe absolument qui comprend tout, qui analyse tout et qui sait tout et qui en plus impose tout. Alors ça, évidemment, on voit bien d'ailleurs que c'est un réflexe qu'ont une grande partie de la population et peut-être tout. Alors un pouvoir faible, évidemment, dans ces cas-là, est tout à fait vilipendé parce qu'on a l'impression que ce pouvoir est la proie des catégories et la proie des corporatismes. Et le propre du corporatisme, c'est qu'on n'aime pas celui des autres. On aime son corporatisme, mais pas celui des autres. Donc un pouvoir qui a l'air comme ça de fluctuer au gré des groupes de pression, des corporations, et évidemment c'est quelque chose qui non seulement déroute mais fait très peur. Alors, ce que je voulais dire simplement pour conclure, c'est qu'on se demande si... ça pose tout le problème de la démocratie. Est-ce que la démocratie est le système politique le mieux fait pour rassurer les gens? Peut-être pas, mais comme dirait l'auteur sur lequel vous travaillez, je crois, Churchill, on n'en a jamais trouvé de meilleur. Je passe la parole à Olivier Pourriol. On refera... Alors, rapidement, et puis Olivier Pourriol. Est-ce que ce n'est pas un pouvoir absolu mais faible, au fond?
Olivier Pourriol, vous voulez répondre à ça, à la notion de la démocratie, du pouvoir? Non. Pas forcément, d'accord. Parce que- Alors, parler de quoi alors? Non, mais... De quoi tu as envie de parler? Je réfléchissais en vous écoutant la peur du lendemain. Il faut voir une chose, c'est que les animaux n'ont pas peur du lendemain, parce qu'il n'y a pas de lendemain pour un animal. Et c'est une idée que j'ai trouvée... alors, il y a un auteur, bon, c'est un auteur allemand, qui s'appelle Hegel. Alors rassurez-vous, je l'ai lu, mais avec un guide de haute montagne. J'avais un professeur de philosophie très très haut niveau. On a passé 1 an sur la préface de la phénoménologie de l'esprit, 50 pages, 1 an. On n'est pas sûr d'avoir tout compris, mais l'avantage de Hegel, c'est que même si on parle allemand, on ne le comprend pas plus que si on ne parle pas allemand. Donc c'est une forme de démocratie. Pour le coup, la philosophie, c'est difficile pour tout le monde. Et Hegel, alors parmi les petites choses que j'ai cru comprendre grâce à ce maître, disait une chose très simple. C'est quoi la différence entre un animal, une plante, un rocher et un être humain? Est-ce que l'être humain a quelque chose qui le singularise? Eh bien, il répond oui, et c'est très simple. C'est-à-dire le temps humain est le seul temps où il y a un primat de l'avenir. Ça veut dire quoi? Bon, une plante ou un caillou, de son point de vue, c'est pareil. Hein. D'ailleurs, Hegel, il a écrit une esthétique, mais l'esthétique de la nature ne l'intéresse pas trop. Ce qui l'intéresse, c'est un tableau, quelque chose d'humain. Parce que quand on lui montrait une belle montagne, certains s'extasiaient en disant c'est sublime, et lui répondait c'est ainsi. Voilà. Alors ça vous donne une bonne idée pour lui ce qu'est le temps d'une pierre. Le temps pour une montagne, c'est un éternel présent. C'est une répétition toujours du même. Il n'y a pas d'événement pour une montagne. Pour quelqu'un qui s'aventure dans une montagne, oui, il peut avoir peur de tomber dans une crevasse, mais pour la montagne, il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Pour une plante, alors une plante, vous me direz, bon, il ne se passe pas grand-chose non plus. Sa vie est faite de lumière, elle se nourrit de lumière. Certains humains, d'ailleurs, inquiets de leur vie un peu trop humaine, se disent que c'est un bon modèle, au moins de méditation. On peut essayer de se végétaliser de son vivant. C'est ce qu'on fait au cinéma. Hein. Au cinéma, on se végétalise un peu, on a plein de perceptions, mais aucune action n'est possible. Donc au cinéma, même quand on va voir un film d'horreur, on profite de quoi? C'est quoi le bonheur d'être au cinéma? C'est qu'aucune action n'est possible. Vous voyez, c'est bizarre. Hein. Tout à l'heure, on a dit que la peur, on s'en délivrait par l'action. Au cinéma, on ne peut pas agir. On peut frémir, mais on sait qu'on n'est pas requis. Vous voyez, vous pouvez voir une agression au cinéma, vous pouvez trouver ça beau. Si vous allez voir Le Parrain, au cinéma, c'est beau. Le parrain dans la vie, il faut vous planquer. Il ne faut pas lui serrer la main, il faut vous cacher quand il entre dans le restaurant. Sauf si vous êtes Aldo Platini, évidemment. Bon. Est-ce que c'est la peur ou une image? Alors attends, je finis. Parce que bon, Hegel, c'est long, mais je vais essayer de le faire juste en français. Et que dit Hegel? Donc vous savez, le temps des pierres, c'est un présent qui se répète indéfiniment. Le temps animal, c'est un peu différent. Parce qu'un animal, c'est un rapport au passé. Un animal, ça se souvient. Si vous avez filé un coup de pied à un chien la veille, le lendemain, soit il a peur de vous, il ne revient pas, soit il revient vous mordre. Donc l'animal, il y a un primat du passé. Vous voyez, l'animal est capable d'être dressé, par exemple, ou il a des souvenirs. On peut avoir une mémoire d'éléphant, par exemple. Mais on n'a jamais un avenir d'éléphant. Parce qu'il n'y a que les êtres humains qui sont capables de déterminer toute leur vie en fonction d'un lendemain qui n'a jamais existé auparavant. Pour faire très simple, c'est quoi la différence entre un castor et un être humain? Les castors vont toujours construire le même barrage. Hein, voilà. Dans l'histoire des castors, il n'y a pas d'histoire de l'architecture. Ils font toujours pareil. Alors que nous, êtres humains, nous avons le privilège de la laideur architecturale. Pourquoi? Parce que la laideur est un risque inscrit. Et l'autre face, c'est quoi? C'est le risque de la beauté. Ça peut être réussi, ça peut être raté. Autrement dit, un être humain, il peut inventer. Donc j'aimerais quand même, avant qu'on dise que la peur du lendemain, c'est la peur qui compte, non, c'est le lendemain. C'est le fait que notre vie entière, une vie humaine, n'est humaine que si le lendemain, il prime. Voilà. Si le lendemain ne prime pas, la vie humaine est une vie de déprime. Merci Olivier Pourriol. On va terminer ce... Je vous en prie, vous pouvez applaudir. On termine ce premier tour de table et je reviendrai vers vous, Frédéric Fernet, parce qu'on parlera de l'avenir tout à l'heure.
Emery Oliger, vous êtes conseiller média, on l'a dit. Je voudrais que vous évoquiez une notion, d'ailleurs, sur laquelle j'aurais aimé que Frédéric Fernet s'exprime également. L'avenir, c'est une belle notion, finalement. Les Français, les humains, les êtres humains, les Français adorent ce qui va venir demain. On voit bien dans la conquête spatiale, dans les nouvelles technologies. C'est beau pour la plupart, et on se rend compte pour autant que ça inquiète énormément et que, mine de rien, on essaie de rejeter cette idée d'avenir. Est-ce que vous, qui êtes un conseiller des médias, vous avez le sentiment que les technologies, nouvelles technologies, ce qui pourrait venir demain, favorisent l'enthousiasme ou inquiètent beaucoup ? C'était pas simple votre transition entre nous deux là, parce que je vous ai vu faire une ellipse. Chapeau. J'essaie, merci je beaucoup. revenir sur ce que disait Olivier. Une question pour lui pour plus tard. Ouais, note là. Et l'enfant, il aime faire peur. Il aime avoir peur, il ne se pose pas la question du demain, son complexe amygdalien n'est pas encore totalement développé. Est-ce qu'on peut le rapprocher de l'animal ? Je te laisse cogiter. Donc sur les nouvelles techno... Sur les nouvelles technologies, on laissera Olivier Pourriol, donc il va réfléchir à tout cela et répondre. Sur les nouvelles techno, je vais vous raconter trois petites anecdotes assez rapidement, parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps. Il y a quelques jours, à Paris, s'est tenu un prix littéraire, a été rendu un prix littéraire, et il y a quelqu'un qui est arrivé avec des Google Glass. Les Google Glass, ce sont des lunettes avec lesquelles vous avez une petite caméra ici. Vous pouvez filmer exactement tout ce qui se passe devant vous. Un peu une petite intrusion dans la vie privée, peut-être pour certains. Pour d'autres, c'est l'avenir parce que ça vous permet de connaître en deux clins d'œil. Je peux cliquer 2 fois dans la Google Glass et subitement, j'ai toute la vie de Michel Cotta qui apparaît à l'intérieur de l'œil et je peux lui parler de son passé, moins de son avenir. Et il se trouve que ce garçon, très, très sûr de lui dans ce monde très littéraire, s'est fait juste casser la gueule parce qu'il avait ses Google Glass, donc on lui a arraché ses Google Glass. Il n'y a pas une notion de peur. Deuxième fait, chez Amazon, les gens qui emballent vos livres que vous achetez, ça pourrait être pareil dans d'autres endroits, mais chez Amazon particulièrement, c'est plus des gens, c'est des robots. Donc ça pose des questions sur le chômage, sur la pérennisation de qui l'on est, etc. Et puis, si je continue de pousser encore un petit peu plus loin, il y a 2 ans, sur une scène de Paris, le docteur Laurent Alexandre est monté sur scène et a expliqué de façon très brillante une notion toute simple qui s'appelle le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est en gros votre corps, mais avec tellement de technologie dedans, la nanotechnologie, etc., qu'au lieu de vivre en moyenne en France autour de 80 ans, il disait qu'on pouvait vivre plusieurs centaines d'années. Allez voir, vous tapez transhumanisme, Dr Laurent Alexandre dans Google, pardon pour eux, et vous allez voir la conférence, c'est assez impressionnant. Donc c'est 3 faits qui montrent que finalement, on se rend compte qu'on est assez passionné par toutes ces technologies, mais tant qu'elles ne viennent pas empiéter notre quotidien, parce que notre quotidien, on en a un petit peu peur. Et il se trouve que si on fait un petit flashback à l'époque de la création de l'imprimerie, de la machine à vapeur, du téléphone, bref, tout ce qui a fait en sorte qu'on faisait des sauts technologiques. À chaque fois, on en avait peur, on se disait, mais il va se passer quoi demain ? Et Olivier rappelait tout à l'heure, Olivier rappelait tout à l'heure le bug de l'an 2000. C'est Michel. Le bug de l'an 2000, c'est exactement la même problématique, c'est qu'on se dit, mais il va se passer quelque chose parce que passer de 2000 à 2001, c'est pas possible. Si, on le compte. On arrive même à 2002. Donc, il y a toute cette espèce de peur qu'on a en nous sur la technologie. Mais si on regarde toute l'histoire, en fait, chaque fois qu'il y a eu une évolution technologique, cette évolution technologique a été complètement absorbée par les populations. Elles en ont fait quelque chose et elles ont continué de croître. Frédéric Fernet, sur la notion d'avenir. Merci du cadeau. Alors, c'est quoi l'avenir ? C'est vrai que ça a longtemps été une spécialité française. Bon, j'ai envie de dire, je vais dire des choses simples. J'ai un philosophe là à côté de moi, mais je vais dire, l'avenir, qu'on le désire ou qu'on le redoute, c'est ce qui n'est pas, c'est ce qui n'est pas encore, c'est ce qui sera, mais qu'on ne connaît pas encore, qu'on ignore, donc qu'on imagine, puisque ça n'est pas encore. C'est ce qu'on attend. Le paradoxe, c'est cette attente nous projette au-delà du présent, alors que c'est quand même toujours au présent, aujourd'hui, qu'on attend. Bref, on n'échappe pas au présent.
L'avenir, comme le passé, n'existe qu'au présent. Et là, j'ai une citation mortelle. Pas besoin d'avouer, j'ai pas lu Saint-Augustin, mais Shakespeare, Hamlet. Je vous la lis en anglais. C'est une de mes citations préférées. Je vous la lis en anglais, puis je vous la traduirai. If it be now, c'est un des monologues d'Hamlet. If it be now, 'tis not to come. If it be not to come, it will be now. If it be not now, yet it will come. The readiness is all. Je traduis. Si c'est maintenant, ce n'est plus à venir. Si ce n'est plus à venir, c'est maintenant. Et si ce n'est pas maintenant, tôt ou tard, cela sera. Le tout est d'être prêt. Le tout est d'être prêt. The readiness is all. On ne peut pas mieux dire. Alors, bon, d'accord, mais ça veut dire quoi, espérer ? On n'espère pas ce qu'on a déjà, puisqu'on l'a, ni ce qu'on sait déjà, puisqu'on le sait. Donc, on espère ce qu'on peut, ou ce qu'on veut. Espérer, c'est désirer sans jouir, désirer sans connaître, désirer sans pouvoir. Il n'y a rien à espérer, mais on espère quand même. C'est précisément ça, espérer. Espérer, c'est vouloir, si on en a la force. Mais est-ce qu'on sait ce qu'on veut ? Pas toujours. Ou bien l'on veut des choses contradictoires. Et puis, est-ce qu'on veut tous la même chose ? Non. À l'évidence, ce qui complique la vie en société. Ça s'appelle la politique. La politique, ça ne consiste pas seulement à espérer, mais évidemment, j'y reviens, à agir. Je le répète, le seul remède à la peur, c'est l'action. Même en France aujourd'hui, non ? Michel Cotta. Michel. C'est vrai qu'on peut se poser la question responsabilité. Vous l'avez posé au début. Responsabilité, irresponsabilité. Répondre. Au fond, ce qui fait peur, c'est on ne se sent pas responsable. Je ne dirais pas que c'est de l'irresponsabilité, mais je pense que le plus grand nombre des Français ne se sentent pas responsables de ce qui va arriver. Et donc, ça leur fait peur. Et je pense que le seul antidote, ce serait qu'il y a une manière pour chacun de nous de se sentir responsable du demain, de le lendemain qui vient. Or, on a l'impression que c'est le phénomène absolument inverse qui se développe en France et d'ailleurs dans toute l'Europe aujourd'hui, qui est à la fois, on ne se sent pas responsable de ce qui va arriver, comme si ça nous tombait dessus sur la figure sans qu'on ait notre mot à dire. Donc je pense qu'il y a quand même un problème de représentation, de niveau de la représentation du pouvoir politique en France. Question, enfin, il me semble que c'est quand même vraiment un mystère, quoi. Je veux dire, ce pays, pourquoi il y a une défaillance dans ce pays qui a si longtemps cru aux Lumières, comme je le disais, pourquoi, enfin, c'est vraiment le mal français. Je veux dire, on est le pays le plus morose, le plus pessimiste d'Europe, hein, toutes les enquêtes. Pourquoi dans un pays qui, justement, a cru à plus que tout autre. À quoi ça tient, Michel ? Vous qui avez observé la vie politique et la société, est-ce que c'est le pouvoir qui cette défaillance qui est à l'origine de cela ? Non, mais je ne sais pas je me demande à quand ça remonte quand même. Je crois qu'il y a eu des Juin 40 ? Oui, voilà. Il y a eu des phases de défaillance. Non, mais la montée des périls, en gros, 36-40. Hein. C'est-à-dire, on a peur tous les jours et on accepte de plus en plus tous les jours. Et puis, on a Munich, et puis on a la guerre, et puis on a la défaite. Et 4 ans plus tard, on gagne, mais enfin parce qu'on n'a pas été tout seul. Bon. Mais je pense que cette période-là a été quand même capitale. Et au fond, je me dis, est-ce que... Je ne sais pas comment les Français l'ont vécu, mais quand on parle de pouvoir fort, pouvoir pas fort, j'ai l'impression que quand De Gaulle est revenu, toutes ces interrogations, 56, 58 aussi, on avait peur des guerres coloniales, peur du déclassement de la France, peur du jugement de l'ONU sur la France, etc. De Gaulle est apparu, revenu en fait, c'est pour lutter contre les peurs. Et finalement, alors il a sans doute, voilà, il a sans doute mis un couvercle dessus. Enfin, il fallait déjà le mettre, le couvercle. Et après, ce sentiment à la fois d'abandon, on dit que les Français sont abandonnés, mais qu'est-ce qu'ils attendent d'une certaine façon ? On n'est pas là, le pouvoir politique n'est pas là pour faire leur bonheur personnel. Donc, je crois que finalement, depuis l'avant-guerre,
la France a changé d'espoir et a changé, ou le camp, comme on dit, l'espoir a changé de camp. Mais le pouvoir politique peut faire espérer un monde meilleur quand même, un monde différent, après une crise économique, crise sociale. Ils l'espèrent tous. Je ne vois pas d'hommes politiques qui vous disent jamais demain sera pire qu'aujourd'hui. Tous leurs discours, les lendemains qui chantent. Bon, mais justement, peut-être que l'appel au lendemain qui chante a tellement été fort et tellement peu suivi des faits que tout le monde doute des lendemains qui chantent. Frédéric, puis Olivier. C'est la confiance dans l'avenir. C'est vraiment ça qui manque en France. On a même l'impression que l'avenir, c'est une catégorie qui a disparu. L'avenir, c'est une catégorie qui a disparu. Qu'on n'arrive pas à penser, qu'on ne peut pas penser. Je pense surtout aussi que peut-être nos hommes politiques n'ont plus assez de force pour nous obliger. Lorsqu'ils disent la France a des atouts, Dieu sait qu'on l'entend, mais au fond, on ne l'écoute pas. Et donc ça ne crée pas un espoir supplémentaire. Il y a quand même quelque chose qui se passe entre les dirigeants et largement le peuple, la société, la civilisation. Quelque chose se passe. Moi, je ne sais pas l'analyser, mais je le sens aussi. Il faudrait être sourd pour ne pas l'entendre. Même. Olivier Pourrion, mais alors dans ces cas-là, comment on transmet à nos enfants, comment on transmet à nos générations, comment on peut transmettre, je dirais, la confiance en l'avenir et pas la peur? Ça, c'est une question qui est bonne. Alors, comme l'a dit mon voisin de droite tout à l'heure, les enfants n'ont pas peur, donc il n'y a pas besoin de leur transmettre... Bah non, les enfants n'ont pas peur. Voilà. On n'en sait rien. D'accord. Les enfants n'ont pas peur. Donc commence un peu à avoir peur. Non, mais à quel âge? Tout de suite. Il paraît que la peur du noir apparaît avec l'acquisition du langage. Bon, mais moi, j'ai l'impression que la peur, c'est quelque chose qui vient avec l'âge, bizarrement. Avec le désir. Arrête de me regarder quand tu dis le désir, ça me trouble. Non, et arrêtez de l'interrompre, Frédéric Fernet. Laissez-le terminer. Pour que cette table ronde dépourvue de toute agressivité... non, mais pardonnez-nous, on est d'être aussi calme. Oui. Vous voyez, c'est l'avantage d'un débat un peu polémique, c'est qu'après, on est complètement délivré de toute tentation, de la moindre agressivité. Il y a une résolution par la violence de ce qui pourrait être une crise mimétique. Tu as parlé de bouc émissaire tout à l'heure. Je vous donne ça en désordre, mais bon, faut tirer quelque chose de cet espace. Je vais vous recommander des lectures, puisque le philosophe, c'est un pharmacien de l'âme un peu. Il y a des livres qui sont en accès libre. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Hegel, mais c'est un peu trop fort. Il ne faut pas commencer par ça. Sans être accompagné, c'est une thérapie de choc. Voilà. Je vous recommande. Bon, tout à l'heure, quand je t'écoutais, si c'était Shakespeare, bon, Shakespeare, c'est très bien, mais il a pompé à Lucrèce. Non, mais si Lucrèce, le premier pharmacien de l'âme, chez les épicuriens et les stoïciens, il y avait deux écoles pharmaceutiques concurrentes à l'époque, et chacun avait un peu ses trucs, parce qu'il faut ressortir d'ici avec des trucs pratiques. Moi, j'ai pas juste envie d'entendre la liste des peurs que je suis censé avoir et auxquelles je me sens complètement étranger. Alors, je me demande si je vis dans le même pays que vous. Moi, j'ai pas toutes ces peurs. J'ai pas le temps. J'ai des enfants. Les enfants éduqués, on n'a pas le temps d'avoir peur. Voilà, donc la peur, ça suppose... alors, juste le petit truc, parce que comme ça, on s'en servira. C'est un truc un peu radical, je ne sais pas vraiment s'il marchera, mais c'est Épicure qui dit, par exemple, la peur de la mort, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Quand tu es là, elle n'est pas là, et quand elle est là, tu n'es plus là. Donc c'est une rencontre qui n'a jamais lieu, vous voyez ? Et le premier effet, c'est que ça marche comme médicament, parce qu'on parle de la peur de la mort, et finalement on se marre, parce que Lucrèce, c'est assez drôle son argument. Et puis c'est vrai, il a raison. Pourquoi on aurait peur de rencontrer quelque chose qu'on ne va pas rencontrer ? Voilà, bon, première chose. Donc ça, c'est un petit médicament, vous pouvez repartir avec. Ça sert quand on est très en forme. Après, j'ai une amie qui est morte il y a quelques années, et elle venait d'apprendre qu'elle allait mourir, et puis elle m'a dit, mais bon, tu sais, elle était âgée, elle avait des enfants, des petits-enfants. Elle m'a dit, mais tu sais, je suis contente de mourir, j'aime pas la vie. Alors je dis, attends, tu aimes plus la vie ? Elle me dit, oui, bon, là c'est pareil, si j'aime plus la vie, là maintenant j'aime pas la vie. Elle me dit, j'ai un seul regret, je saurais jamais si Obama va être élu, parce qu'elle savait qu'elle serait morte avant. Bon, alors peut-être qu'elle a quand même su, je saurais jamais, ou peut-être un jour, mais ce qui est certain, c'est qu'à ce moment-là, elle n'avait pas peur de mourir. Mais elle m'a dit un truc très troublant. Elle m'a parlé d'une œuvre de Claudel. Et là, j'ai mon Wikipédia humain à côté de moi, donc il va pouvoir me dire laquelle c'est. C'est deux religieuses. Donc c'est... Frédéric Fernet.
Frédéric Fernet. Il y a 2 religieuses, il y en a une jeune, une novice, qui vient d'entrer dans les ordres, et puis il y a une vieille qui s'est bien préparée, qui en termes rien a acquis des compétences. Elle s'est préparée à la mort. Et elle est tellement préparée à la mort qu'elle rassure elles sont en prison, elles vont être exécutées, si je me souviens bien de ce que m'a raconté mon ami. C'est Monterland, voilà. Non, je cite quelqu'un qui m'a cité quelque chose que j'ai oublié. C'est le Bernanos. Bon, faut savoir. C'est Bernanos et c'est le dialogue des Carmélites. Voilà. Bernanos. Merci, je confonds parce que le soulier de satin, tout ça, bon. Je cite le dialogue des Carmélites. Vous voyez, je ne suis pas allé vérifier parce que je tiens cette anecdote. La dernière fois que j'ai parlé à cette amie, c'est ce qu'elle m'a raconté. Dans le dialogue des Carmélites, il y en a une qui est jeune et qui pense qu'elle n'est pas prête à mourir et qu'elle va avoir la trouille jusqu'au bout. Et sœur Marie de la Force, donc la mal nommée apparemment, mais on va voir qu'en fait c'est l'inverse qui se passe. Et la seconde, qui elle est très âgée, qui a eu toute une vie de préparation à la mort, vraiment c'est son boulot, quoi. C'est entraîneur de rugby de la mort un peu. Ça, bon. Et elle rassure la jeune, elle dit t'inquiète pas, ça va bien se passer, alors qu'elle ne sait pas ce qui va se passer. Et au dernier moment, c'est l'inverse. C'est la jeune qui n'a pas peur et c'est la vieille qui a peur. On ne peut pas savoir, donc ça ne sert à rien de s'y préparer. Moi, je sais que j'ai fait de la philosophie par plaisir, par goût, parce que je me disais, le reste, on peut le faire chez soi, mais la philosophie, il faut des guides de haute montagne. Et il y a une phrase très célèbre, je crois tu vas me reprendre, mais là, normalement, c'est mon boulot, donc je devrais le savoir, qui dit que philosopher, c'est apprendre à mourir. Je crois que c'est Platon. Bon. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Et en même temps, je ne pense pas du tout que c'est vrai, parce qu'on ne peut pas apprendre à mourir. Ça ne s'apprend pas. Donc... Non, mais Montaigne l'a piqué. Voilà. C'est le Fédon, merci. Mais il n'y a que des gens cultivés ce soir. Bon, bref. Ce débat est de haute volée. Poursuivez, Olivier. Non, c'est pas de haute volée, c'est râle et pâquerette. Je cite une collègue. Parce que la mort, pour le coup, c'est même en dessous des pâquerettes. Donc on va tous y aller. Moi, j'aimerais juste dire une chose, parce que c'est un élément de définition. Descartes qu'on prend simplement pour un bonnet de nuit, qui serait l'inventeur du repère cartésien, vous savez, ce truc qu'on a tous subi à l'école, et qui nous rappelle simplement à quel point notre entendement est fini. On sait avec Descartes que notre entendement est fini, parce que déjà on ne comprend pas le repère cartésien. Mais dans le traité des passions de l'âme, il donne une définition très simple de la peur. Et c'est la même définition que le désir, bizarrement. Le désir, comme la peur, augmente la taille de l'objet sur lequel elle porte. Quand on a peur de quelque chose, on augmente la taille de l'objet sur lequel porte notre peur. Donc la peur, par nature, est une passion, c'est-à-dire qu'on la subit, c'est-à-dire de pâture, on subit quelque chose qui consiste à déformer les objets du réel. Oui, c'est ce que je viens de dire, bien sûr. Le désir aussi augmente la taille, je savais que ça te ferait rire. Oui, mais bien sûr, le désir augmente la taille de l'objet sur lequel il porte. Et c'est quoi le but de cette déformation? C'est quoi le but de cette illusion? Eh bien, en fait, c'est que ça nous donne davantage d'élan pour essayer, quand il s'agit du désir, d'acquérir l'objet sur lequel notre désir porte. Ben oui, parce que si on vous représente l'objet plus grand qu'il n'est réellement, vous allez vous employez davantage pour l'acquérir. Donc c'est une illusion utile. Eh bien la peur, dit Descartes, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. En vous représentant un danger plus grand qu'il n'est réellement, eh bien, au lieu d'attendre que ce soit vraiment dangereux, vous allez prendre les jambes à votre cou avant que ce soit trop dangereux. Le problème, c'est que la peur excessive paralyse et vous empêche de fuir. Il va donc falloir faire quelque chose qui est non pas se débarrasser de la peur, parce que ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que nous sommes l'union indissociable, dit Descartes, d'une âme et d'un corps. Nous sommes en composé. Et il se trouve que la raison ne peut rien contre la passion. Il ne s'agit pas d'argumenter contre la peur, ça ne marche pas. Tu as peur, mais non, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Mais tu te rends compte, en plus de ça, je n'ai aucune raison d'avoir peur. Donc ça fait encore plus peur. Pourquoi j'ai peur alors que j'ai aucune raison d'avoir peur ? La raison, ça ne fonctionne pas directement, mais ce qui va marcher, c'est de jouer, comme dit Descartes, passion contre passion. Dans le traité des passions, il dit on peut être ingénieur de soi-même. Et par exemple, un soldat, il prend un exemple qu'on peut prendre, un soldat qui a peur de mourir, il va se représenter, c'était cité tout à l'heure, la plus grande peur qu'il ait, c'est celle de paraître lâche auprès de ses collègues, comme dirait Herrero. Et c'est donc la peur de la lâcheté qui fait qu'on trouve un levier contre la peur de la mort. Vous voyez, donc la peur, c'est pas forcément quelque chose dont il faut se débarrasser. On peut jouer peur contre peur. Michel, d'abord Michel Cotta, puis Frédéric ensuite. Michel. En revenant à la peur du lendemain, au fond, la grande peur, c'est l'ignorance.
Parce que quand on voit ce qui fait peur, c'est quelque chose dont on ne maîtrise pas les contours, dont on ne peut même pas les imaginer. Et c'est le cas des robots d'Amazon auxquels personnellement je fais beaucoup, que je me réserve. Je pianote très souvent pour avoir des livres d'Amazon. Mais c'est vrai que je ne me demande pas comment ils sont acheminés. Ce que je veux dire, c'est quand on ignore quelque chose, je crois que la peur est naturelle. Donc si je reviens au rôle du pouvoir politique, c'est sans doute, d'aller plus loin et de savoir et de dire que les ignorances d'un peuple, de tout un peuple, peuvent être réversibles et au fond de les rassurer. Et au fond, qu'est-ce qu'on entend d'autre quand on dit « ça manque de cap » on veut dire, il faut qu'on nous dise où on va parce qu'on a l'ignorance de l'avenir. Donc je ne sais pas comment un pouvoir moderne peut correspondre à ça, mais en tout cas, la grande peur, c'est celle de l'ignorance du lendemain. Et à la fois, donc, surfer sur les peurs, fixer un cap sur les peurs, ça marche en France. On engrange des voix quand on travaille sur les peurs. Oui, quand on a un cap qui ne correspond pas à grand-chose, quand on dit voilà notre cap, mais je sais pas, notre cap, je ne veux pas prendre d'exemple politique. Mais enfin, non, mais c'est pas récent. Je veux dire, ça fait 15 ans que ça dure quand même. Il faut encore que le cap soit crédible, mais encore une fois, sans l'ignorance, il n'y a pas peur du lendemain, et donc la seule réponse, c'est sans doute le savoir. Mais là. Frédéric. D'abord Olivier d'abord et Frédéric. Alors Olivier d'abord. Michel Cotin, sur la question de la peur du lendemain, et j'ai l'impression que votre angle, c'est beaucoup de parler de la France. C'est pas parce qu'on est en France que la peur ne concerne que la France et que la relation entre la politique... C'est parce qu'on m'a pris comme spécialiste politique, c'est pour ça que je suis obligée de me situer sur ce terrain, mais pas sur celui d'Hegel. Il y a un livre américain qui s'appelle Risque, je vous le traduis, ça veut dire risque. C'est sous-titré The Politics of Fear, donc la politique de la peur, et ça analyse comment, à chaque approche d'échéance électorale aux États-Unis, soudain, on voit fleurir dans les médias que des sujets anxiogènes, comme disent les gens de télé, parce que voilà. Bon, au point que, alors ce livre est très intéressant. Au passage, une petite anecdote que vous avez retrouvée dans le 1, parce que je l'ai reprise, parce qu'elle me paraît assez formidable. C'est pas la peur du lendemain qui va vous faire mourir, c'est la peur d'hier. Et l'exemple que prend Dan Gardner, l'auteur de ce livre, c'est le suivant. Vous savez que le 11 septembre a fait à peu près 3000 morts. Le jour de l'impact dans les deux tours, la destruction des deux tours, ça a fait à peu près 3000 morts. Il se trouve que dans les mois qui ont suivi, vous avez 3000 morts supplémentaires complètement cachées, et que Dan Gardner a découvert en se penchant sur les statistiques des accidents de la route aux États-Unis. Il s'est aperçu que parce que les gens avaient peur, après le 11 septembre, de prendre les vols domestiques aux États-Unis, sur les distances très courtes, ils ont préféré prendre leur voiture. Et donc, on a observé, par rapport à l'année précédente et à l'année suivante, plus 3000 morts sur les routes l'année qui a suivi le 11 septembre 2001. Vous voyez, ce n'est pas la peur du lendemain qui les a tués, c'est la peur qu'un événement traumatisant passé se répète. Frédéric et puis Emery. Non, je pensais, c'était même par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je trouve que c'est quand même une des plus belles choses qu'on peut dire à quelqu'un. N'ayez pas peur, n'aie pas peur. On dit ça à un enfant, à un malade. Enfin, je trouve que ça fout la trouille, ça. Ça fout la trouille. C'était le titre d'une encyclique de Jean-Paul II. N'ayez pas peur. Beaucoup de politiques nous font peur quand même. Non, enfin, je sais pas, je m'interroge. N'ayez pas peur. Ouais, non, mais là, tu me fais le serpent dans Mowgli. Aie confiance. Aie confiance, c'était, ouais. Oui. Oui, je pensais aussi donc à ce proverbe africain qui aurait beaucoup plu à Churchill, parce que tu rappelais que j'ai publié un livre sur Churchill là, en janvier, mais ce proverbe africain dit, bon, la question c'est est-ce que la peur c'est toujours la peur de mourir, mais le proverbe dit si tu avances, tu meurs, si tu recules, tu meurs. Pourquoi reculer? C'est une belle définition du courage. Emery Doliger, votre casquette multimédia, spécialiste du digital, est-ce que vous avez le sentiment que depuis quelques années, les peurs, on a évoqué l'ignorance, ça suscite la peur, est-ce que sur le web, les réseaux sociaux, il n'y a pas un phénomène qui s'est amplifié quand même ces dernières années et toutes les peurs sont finalement bonnes, on a peur de tout. Oui, en fait,
depuis 5-6 ans, il y a effectivement tout le développement des réseaux sociaux, et c'est vrai que ça part dans tous les sens, puisqu'on est passé d'un temps dit normal à un temps hyper rapide, où on est dans l'immédiateté, on est dans le sensationnel, on est dans l'émotion, on est dans la réactivité immédiate, on est dans le clivage, et donc forcément ça suscite les peurs les plus folles. Mais ce qu'on ne dit pas encore assez, c'est qu'en dessous de cette couche de technologie, il y a une autre couche de technologie qu'on appelle le deep web. Deep, pour continuer dans la traduction, ça veut dire profond, et web, web. Ouais, c'est ça, oui. Et donc, ou toile, ça dépend. Et le sujet du deep web est beaucoup plus inquiétant que tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. N'ayez pas peur des réseaux sociaux. Quelque part, on s'en fout. C'est juste des gens qui parlent entre eux et qui se disent des trucs plus ou moins intelligents. Enfin, rarement. Et en revanche, le deep web est beaucoup plus intéressant. Le deep web est un endroit sur le web qui se trouve en dessous de toutes ces couches que vous connaissez et que vous voyez. Je sens la peur monter chez vous, mais vous avez raison. Parce qu'on ne peut rentrer dans le deep web que par certaines portes et en connaissant certaines technologies ou certains lieux. Tout le monde peut y rentrer, il faut juste trouver les portes. Et à l'intérieur de ces portes se passent des choses assez dingues. Bien sûr, on vous parle un peu de terrorisme de temps en temps, on peut vous parler des djihadistes de temps en temps, on vous parle de tout ça. Mais il y a pire, il y a des meurtres filmés qu'on vous montre, il y a des viols filmés qu'on vous montre, le snuff movie, on vous montre ça aussi. Il y a tout un tas de choses qui se passent en dessous qu'on ne voit pas. Ça suscite des peurs, on raconte. Si on y allait tous, il se passerait quoi? On n'aurait peut-être plus peur, on verrait des choses pas belles, hein, mais on n'aurait peut-être plus peur. Il y a peut-être, et je rejoins Michel, la notion de savoir, on y retourne. C'est quand on sait, on n'en a plus peur, mais quand on sait ce qu'on sait, est-ce que ça ne nous génère pas une autre peur? Je relance le débat. La raison de penser ce qu'on pense. Voilà. Mais Michel, quand on sait, quand les politiques disent savoir, là, en sortant de la France, parce qu'en effet, ne restons pas sur la France, quand les politiques disent on sait ce qui va se passer demain, au plan économique, au plan social, en tout cas ils prétendent le savoir, ça effraie quand même, on a peur quand même, et ça on n'arrive pas à le raisonner. Les politiques n'arrivent pas à raisonner ça. La peur des Français ou la peur des Européens sur le monde qu'ils pensent connaître demain. Oui, mais est-ce que quelqu'un dit vraiment en Europe ou dans le monde, on sait exactement ce qui va se passer demain si on fait telle politique ou si on fait telle autre? Moi, au contraire, je n'entends plutôt que des interrogations. Évidemment, on pourrait faire ça, mais on ne sait pas exactement jusqu'où ça va, qui ça contredit, contre quelle force ça se heurte. Non, j'ai plutôt l'impression que si effectivement quelqu'un de crédible se levait et disait voilà, on va faire ça, et voilà, ça nous amène à ça dans 10 ans, je suis persuadée que la peur collective, alors pas la peur de la mort, on est bien d'accord, mais que la peur collective peut baisser. Mais le problème, c'est que... En Italie, c'est pas ce qui se passe? C'est pas ce qu'il fait en Italie de dire ouais. J'affirme que et je vais vers et donc suivez-moi? Oui, ben c'est sûrement, mais ça c'est ce qu'on appelle le miracle américain, non? Je veux dire, non, mais je veux dire, en Amérique, il y a une volonté de rebond, il y a beaucoup plus de ressorts qu'en Europe aujourd'hui. Beaucoup plus de ressorts, on sait qu'on peut sortir. En Amérique, on rebondit, on s'en va. Quand on n'a pas d'argent, on va dans les Adirondacks et puis on revient, on achète une maison parce qu'on a de l'argent. Bon, c'est complètement différent de notre dimension, il me semble, de la dimension dans laquelle on est tous en ce moment. Alors, peut-être qu'on a tort de ne parler que de la France ou que de l'Europe, mais après tout, c'est peut-être ça qui nous intéresse en premier. Donc moi, je ne trouve pas ni de voie économique, ni de voie politique assurée, et en tout cas qui permettent à chacun de se sentir responsable de ce qu'il va faire. Et se sentir responsable, c'est déjà avoir moins peur. C'est comme en avion. Moi, j'ai très très peur en avion parce que je me sens irresponsable de la conduite. Mais si je suis à côté du pilote, ça va mieux. Donc il y a une notion d'irresponsabilité. Il y a une notion d'irresponsabilité et de responsabilité qui fait peur. Olivier. Sur la responsabilité, il y a un livre qui s'appelle L'horloge du long maintenant. L'horloge du long maintenant de Stuart Brand. Et, qui décrit l'ordinateur le plus lent du monde. Et l'idée, c'est de fabriquer
quelque chose qui soit une horloge, l'horloge la plus lente du monde. Au lieu de marquer les secondes, elle va marquer les années. Et c'est une fondation à laquelle participe notamment Brian Eno, qui est un producteur de musique, U2, etc. Et il y a beaucoup de gens en Californie qui sont très branchés, et il y a notamment des actionnaires de toutes les sociétés que vous connaissez, qui font des lunettes, qui font de l'Internet, etc., qui sont en train d'investir dans cette espèce de monument qui doit incarner le temps long. Et en effet, c'est un problème. C'est comment sortir du temps court, parce qu'un homme politique, il ne peut pas vous rassurer. Il a peur de ne pas se faire réélire, à moins d'être un dictateur et de pouvoir s'assurer de 20 ou 30 ans de présence. Il ne peut pas vous rassurer sur le temps long, parce que ces décisions, tout à l'heure, Monsieur Jox prenait l'exemple de Madame Taubira, une loi qui est votée maintenant aura des effets dans 4 ou 5 ans. Et dans 4 ou 5 ans, où sera Madame Taubira? Donc on est condamné, évidemment, en politique, et à agir d'une manière responsable, mais à la condition d'avoir une éthique, c'est-à-dire d'avoir un engagement secret, qui peut être public, qui peut être incarné. On a le droit d'incarner quelque chose pour l'avenir et d'y croire vraiment. Mais si on n'a pas cet engagement secret, cette promesse faite à soi-même qui n'a aucun témoin, l'action politique, évidemment, est condamnée au très très court terme. Donc la question, c'est comment incarner physiquement des lieux, des monuments. Il y a pas, vous voyez, cette idée du long maintenant, ce n'est pas un monument dédié au passé. C'est un monument qui est censé représenter, incarner, donner le sentiment de l'avenir, la responsabilité envers les générations futures. Et les crimes actuels, ils ne sont pas commis contre l'humanité simplement dans des génocides présents ou passés, ils sont commis envers des générations futures. Non. Michel, puis Frédéric. C'est intéressant parce que ça rejoint. Alors là, pour le coup, si on parle de l'horloge très lente, nous sommes maintenant confrontés à des horloges très rapides. Et c'est peut-être ça qui fait que personne ne peut juger de la qualité ou de l'avenir de son action parce qu'il n'en a pas le temps. 30 secondes après le Conseil des ministres, Madame Taubira était déjà, où elle avait dit, après tout, on peut expérimenter une peine hors prison. Elle était tout de suite sous le feu des critiques. Elle n'a pas le temps d'attendre 4 ans, dans lequel peut-être, comme l'a dit Pierre Jox tout à l'heure, avec un peu de chance, on s'apercevra que l'absence d'emprisonnement est plus efficace que l'emprisonnement. Donc c'est aussi cette façon d'être jugé, mais pas à court terme, d'être jugé seconde après seconde, qui empêche vraiment, je trouve, un pouvoir politique de définir son cap. Mais même de façon a priori, avec le temps immédiat, on se souvient de l'émission de Sophia Aram, qui, le jour de son annonce en juin, était déjà enterrée, alors que les émissions commençaient en septembre. Donc il y a également ce temps inversé, je ne sais pas comment l'appeler, qui est également pris en compte. Effectivement, c'est dans le sens absolument contraire à votre horloge la plus lente possible. On est dans l'horloge la plus rapide. Elle est vachement bien, cette horloge. Oui. Olivier? Oui, elle est bien. Non, mais là, vous avez pris un exemple qui est très intéressant parce qu'on peut l'avoir oublié déjà, parce que le temps télévisuel est condamné à la nullité. Donc c'est une forme à la fois de guillotine, puisqu'à la sortie du Conseil des ministres, hop, la ministre se fait guillotiner, mais c'est une guillotine qui est morte d'avance aussi. Donc d'une certaine manière, je crois qu'un homme politique aujourd'hui qui voudrait entendre paix, parce qu'en temps de guerre, c'est pas pareil. Il y a une épreuve qui fait qu'il y a des caractères qui se dégagent et qui font leur légitimité. Churchill, Frédéric pourrait vous en parler, De Gaulle. Michel Rocard disait il n'y a pas longtemps que les présidents qui ont suivi De Gaulle n'avaient pas 10% de sa légitimité. Parce qu'ils n'avaient pas fait la guerre. Bon, Mitterrand, si. Donc il y avait une forme de... voilà, Pierre Jox en a parlé tout à l'heure. Apparemment, quelqu'un disait que Mitterrand faisait peur à tout le monde. Moi, j'ai entendu une anecdote où on me disait qu'avant même d'être élu, Mitterrand, quand il entrait dans une pièce, les gens se taisaient et éteignaient leurs cigarettes. C'était la loi Evin de son vivant, quoi. Bon. Un homme politique qui voudrait aujourd'hui avoir ce degré-là d'incarnation de la légitimité est d'une certaine manière condamné à se considérer lui-même comme l'ordinateur le plus long du monde.
Madame Taubira, je ne la connais pas, mais je me dis que quelqu'un qui croit à quelque chose et qui veut le faire passer dans le marbre de la loi, puisque en France, en effet, comme le rappelait Pierre Jox tout à l'heure, quand on abolit la peine de mort pour des raisons propres à la Constitution française, on ne pourra pas revenir en arrière. Et c'est tant mieux. Donc il y a encore une forme de possibilité de marbre de la loi en France. Donc il s'agit d'avoir des hommes politiques qui soient des kamikazes, quoi, des espèces de hussards noirs de la loi, qui du temps de leur vivant politique, qui est de plus en plus court, vont avoir le courage de se sacrifier pour faire naître une loi qui portera leur nom, comme les étoiles portent le nom de ceux qui les découvrent. D'abord Michel, puis Frédéric. Michel. Comme on parle de François Mitterrand, quand on compare, parce que la comparaison quand même vient à la tête, les 2 premières années de François Mitterrand et les 2 premières années de François Hollande, on se dit que peut-être la presse, l'information aurait-elle été aussi rapide, aussi minute par minute. Je ne sais pas, franchement, ce que serait devenue la première année de François Mitterrand, parce qu'on a tous oublié, parce qu'il a trouvé après une légitimité, mais on a tous oublié l'état d'illégitimité profonde dans lequel la France le traitait. Et au fond, avec BFM, iTélé, LCI, je ne suis pas sûre que l'affaire n'ait tourné très mal. Michel Cotta, vous qui avez bien observé François Mitterrand, est-ce qu'il avait peur du lendemain ? Est-ce que qu'un homme comme lui, voilà, donc on connaît la stature. Non, il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur du lendemain. Mais au fond, c'est une certaine. Là aussi, quand on lui parlait de doctrine, économique, on parlait tout à l'heure de doctrine économique. Lui, il disait de toute façon, ça finit toujours par la hausse du tabac et de l'essence. Donc, c'est pas quelque chose qui lui importait. Mais c'est pas aussi impunément que c'est un homme à qui on prête le plus de métaphores sur le temps et le temps laissé au temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, les hommes politiques n'ont plus le temps de rien et que ça influe beaucoup sur l'atmosphère générale du public et des peuples sur lesquels ils règnent. Voilà. Frédéric, on parlait tout. C'est terrible ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit qu'au fond, seule une guerre peut légitimer un pouvoir politique. Aujourd'hui, les hommes politiques essayent de se légitimer par l'économie. Or, on voit bien que les économistes, les experts en économie, entre guillemets, ils jouent un peu le rôle que jouaient les théologiens au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'en gros, ils vous prédisent ce qui va arriver, qui n'arrive pas. Une fois que ça n'est pas arrivé, qu'il y a eu un désastre, ils vous disent on va continuer comme avant. Et c'est terrible. On dit d'ailleurs, on prête à Mitterrand, je ne sais pas, peut-être Michel va me contredire, mais je crois que c'est Attali ou un de ceux qui ont raconté que Mitterrand aurait dit ça. Au fond, ce qui m'a manqué dans ces 14 ans, c'est une bonne guerre. Michel ? Non ? Non. Oui, il l'a dit il l'a dit bien sûr au moment de la guerre du Golfe, mais il l'a dit, c'est effectivement rapporté dans le Attali. Il nous reste quelques minutes avant de passer aux questions de la salle. Moi, j'avais une question sur les médias, on les a un peu évoqués. Est-ce que finalement, ça n'arrange pas tout le monde que les Français, que le monde ait peur? Parce que finalement, commercialement, ça marche. Non, mais est-ce que, si on est un peu honnête, je peux vous répondre. Qui est intéressante parce que la question des médias, ne m'intéresse pas tant que ça, parce que pour les avoir fréquentés de près, on voit que ça. Bon, bref. Vous permettez au moins que je pose la question. Oui, non, mais je vous réponds plus. Bien sûr, allez-y. Parce que nous ne sommes pas des êtres de médias, mais nous sommes des êtres de relations. Et le philosophe Alain, que j'affectionne beaucoup, qui est le maître de Simone Veil avec un W, celle qui est morte en 1943 à Londres et qui rêvait de se faire parachuter par De Gaulle en France pour être... elle était trop maladroite physiquement pour qu'il s'en serve comme soldat. Mais elle a écrit un très beau livre que je vous recommande. Tout à l'heure, je parlais de la pharmacopée avec laquelle vous pouviez repartir. Ça s'appelle L'Enracinement de Simone Veil. Et dans L'Enracinement, elle écrit ça en 1943 à Londres, dans un bureau à côté de Gaulle. Et elle fait la liste des besoins fondamentaux de l'âme humaine. Et parmi ces besoins fondamentaux, il y a la sécurité, il y a l'appartenance, et il y a aussi le risque. Et donc, on a un besoin de sécurité et on a aussi, paradoxalement, un besoin de risque. Et elle fait la liste de ces besoins. Je vous conseille cette lecture. Ça peut devenir dès ce soir votre livre de chevet. Simone Veil est quelqu'un qui a été animé par tout sauf par la peur. C'est un livre rempli de vérité qui analyse également pourquoi la France, en 1940, s'est pliée aussi rapidement. Elle analyse ce problème, parce que c'est un problème. Elle donne des éléments de réponse qui sont extrêmement convaincants. Je vous engage vraiment à le lire. Et Alain, qui était son maître,
On disait que la peur, c'est la mère de toute société. Sans la peur, il n'y a pas de société. C'est quoi le premier contrat social? C'est lié au fait que vous êtes peut-être somnolent après 2 tables rondes. Eh bien, Alain dit, l'être humain, l'humain, c'est un esprit, certes, mais attaché à un corps. Donc, il y a un moment où on doit dormir. Eh bien, faire garder son sommeil, c'est le premier contrat social. La première obligation, c'est de faire garder son sommeil. Nous sommes dans une société apparemment en temps de paix. On est en temps de paix, apparemment. Mais ce soir, quand vous vous endormirez, vous savez qu'il y a des hommes qui veillent sur vous. Il y a un mur d'hommes qui veillent sur vous. Voilà. Notre pays est peut-être en paix, mais cette paix est conditionnée et conditionnelle. Il y a toujours une situation de précarité de l'existence humaine parce que nous ne pouvons pas nous garder pendant que nous dormons. Ça paraît complètement basique et animal, mais c'est le cas. Et la responsabilité, c'est ça, c'est promettre à nos enfants qu'on veille sur eux pendant qu'ils dorment. Et pendant que nous dormons, il y a un échange avec d'autres qui nous... Voilà. Et sur la question de la peur du lendemain, peur du lendemain, Alain cite Franklin. Il dit « La nécessité regarde par la fenêtre du travailleur, mais n'ose pas entrer. » Et quelqu'un qui travaille sait que la nécessité regarde par sa fenêtre et que s'il arrête de travailler, il va se retrouver à la rue. Ça, c'est la peur du lendemain et c'est tous les jours. Et Alain continue en disant que la peur est la mère de toute société. Il dit que d'une certaine manière, le problème, ce n'est pas la peur, c'est est-ce qu'on a peur seul ou ensemble. Il y a un très beau documentaire que je vous recommande qui s'appelle « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés ». Ça parle de la médecine du travail. Et là, vous avez un psychiatre spécialiste des pathologies liées au travail qui dit qu'on a toujours souffert en travaillant. C'est pas facile de travailler. Mais la nouveauté, le monde moderne, c'est l'individualisation de l'évaluation de la performance, par exemple, qui vous isole des autres. Et ce psychiatre raconte que dans sa jeunesse, tout le monde était d'accord pour prendre la garde de Noël ou du jour de l'an. Et ça se faisait ensemble. Donc les gens souffraient, mais ensemble. Et souffrir ensemble, avoir peur ensemble, ça fait disparaître la peur. Je pense que Herrero pourrait vous en parler mieux que moi, mais quand on est 15 en face des All Blacks, même si on se fait démonter à 15. Ça change tout. Michel ? Peut-être ma question sur les médias. Juste, je voulais dire, au fond, la forme moderne de l'individualisation de la peur, c'est le stress. On n'arrête pas d'entendre ça. C'est devenu un commentaire absolument dans les journaux rapides, justement. Le stress a remplacé toutes les peurs, ça ne veut rien dire. Le stress d'aller au travail, le stress d'avoir des notes à l'école. Et c'est vrai que c'est un mot qui ne veut rien dire et qui finalement définit tout. C'est quand même le comble. Frédéric, un dernier mot. Les temps de la... Non. Allez, on va applaudir nos débatteurs. Et on va passer aux questions de la salle. François. Serge. Ce qui est bien, c'est qu'au moins Serge, il se lance toujours pour la première question. C'est la plus difficile. Oui, c'est juste pour lancer les choses, parce que c'est une petite question. Le professeur Henri Laboré, qui était mon ami, lorsqu'il a sorti La Nouvelle Grille et les livres que vous connaissez peut-être par la suite, a dit, face au danger, il y a 3 solutions. La fuite, l'action, c'est-à-dire le combat en l'occurrence, ou l'inhibition. Et le pire, c'est évidemment l'inhibition. Vous avez peut-être vu des documentaires où tous les animaux s'enfuient devant un prédateur. Oui, tout à fait. Un documentaire où toutes les gazelles s'enfuient sauf une. Elle est paralysée, l'inhibition. Est-ce qu'on ne vit pas dans une société de l'inhibition? Mais je me fais bien comprendre. Ce n'est pas une inhibition que ressentent les gens par rapport à un danger. C'est comme ils sont impuissants. Est-ce qu'il n'y a pas le fait que, n'ayant prise sur rien, il y a une inhibition qui est projetée par la société d'en haut, et on leur dit « vous ne pouvez rien faire ». Et ils pensent « vous ne pouvez rien faire ». Cette société ne leur dit pas directement, mais elle leur dit « vous ne pouvez rien faire » de par sa structure politique, sociale, etc. Qui veut répondre, Frédéric ? Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est vrai qu'on a un petit peu minimisé la dimension positive de la peur. C'est-à-dire, quand on élève un enfant, la peur, c'est utile. Qu'il ait peur du vide, qu'il ait peur de ne pas mettre les doigts dans l'électricité, etc. La peur, c'est aussi, ça construit aussi. C'est pas uniquement, on a parlé de la peur effectivement comme d'un quelque chose qui peut être instrumentalisé par le politique. Enfin, tout ça est vrai, mais c'est très ambivalent quand même. Je ne sais pas si on l'a assez dit ça.
La peur, c'est très ambivalent, c'est utile. Olivier. Bah oui, c'est ce que je t'ai dit. Hein. Descartes, il dit on augmente la taille du danger, donc ça donne davantage la force de fuir. Bon, après, tu prends l'exemple de l'école. Alain, toujours, disait que le symbole de l'école, c'est le tableau noir. C'est quoi le tableau noir? À l'époque d'Alain, hein. Enfin, en tout cas dans l'image qu'on a Alain, c'est le seul endroit de la nature, puisque l'école, c'est pas la nature, c'est un endroit un peu isolé, où on a le droit de se tromper sans risquer sa vie. Parce qu'un animal qui fait une erreur, il est puni de mort. Ou il se casse une patte, ou il crève. Le tableau noir, c'est censé être le lieu de l'audace, c'est-à-dire le seul endroit où l'erreur n'est pas punie. Or, à quoi on assiste aujourd'hui? Dès l'école maternelle, on a des dossiers d'évaluation des enfants, d'acquisition des compétences, etc. On passe plus de temps à évaluer les enfants, donc à leur foutre la trouille quand même, plutôt qu'à les laisser dans un espace où l'audace n'est pas sanctionnée. Il y a des pays comme la Corée où c'est encore pire. Et ce que disait Michel Foucault dans Surveiller et punir, c'est qu'on avait remplacé le temps initiatique, celui du compagnonnage, où on présente son chef-d'œuvre une fois qu'on est capable de le faire. C'est le temps des arts martiaux, où on présente sa ceinture jaune, orange, marron, noir. Quand la compétence est acquise, donc c'est un rituel de reconnaissance par les autres que vous savez quelque chose, mais vous avez eu le temps de vous tromper avant sans être sanctionné. On peut, je pense, il faudrait se poser la question de l'évaluation. Moi, je pense que la peur aujourd'hui, on cherche un objet à la peur parce que d'une certaine manière, on est construit pour la peur. À l'école, on passe son temps à avoir peur de la sanction. Moi, j'étais professeur, je vois bien le mélange le regard qu'on a sur un professeur, c'est un mélange d'admiration quand il vous apporte quelque chose et de peur parce qu'il peut aussi vous sanctionner négativement. Ce sont deux émotions qui ne permettent pas de se construire. Alain disait, l'admiration, c'est ça qui rend humain. Il faudrait, je ne suis pas en train de dire, c'est pas de l'angélisme, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut supprimer la notation à l'école, je suis en train de dire qu'il ne faut pas la faire par le professeur qui donne les contenus. Michel? Oui, vous vouliez intervenir? Je pensais que dans le sport, si notre ami rugbyman était là, il vous dirait qu'à partir des cadets, et même avant, des poussins en matière de football, on fait des évaluations. Et que c'est plutôt ça qui les fait progresser s'ils n'ont pas peur du professeur, s'ils ne tombent pas sur un sadique qui leur dit « vous êtes nuls ». Mais autrement, la sélection, elle se fait aussi très petit à des gens à qui on dit « vous êtes bons ». Oui, pour le sport de compétition. Mais oui, on mais va pas bon. tous finir contre les All Blacks, Oh. on va se prendre de toute façon une rouste quelque part. La vie est une compétition. François? Oui, madame qui m'a promis de poser une question. Question tout à l'heure. En fait, vous ne pensez pas que en fait, c'est un concept purement issu des sociétés occidentales, non pas parce que nous vivons en démocratie, ça j'y crois pas, il n'y a pas de démocratie, mais disons les plutocraties que nous habitons nous permettent un peu plus de liberté que certaines sociétés plus fatalistes? Question? C'était une question. Qui veut répondre? Merci, madame. Si la peur, c'est la peur de mourir, c'est vrai qu'on vit à une époque où on a plus peur de mourir qu'au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, le cimetière est au centre du village. Je veux dire, la mort, chacun s'habitue, en fondant une famille, à perdre sur 10 enfants à peu près les 2 tiers en bas âge. Comme dit Montaigne, j'ai perdu 2-3 enfants en bas âge, non sans chagrin, mais sans désagrément. Enfin bon, je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai que qu'est-ce qu'il y a de plus, quoi de plus scandaleux que la mort d'un enfant? Donc c'est vrai qu'on a le rapport à la mort, c'est aussi culturel. On n'a pas la même aujourd'hui. Si la peur, c'est la peur de mourir, on a plus peur qu'avant, ça c'est clair. Oui, mais la question qui nous était posée n'est pas celle-là. La question, c'est vrai que quand on se balade en Asie, et pour ma part j'y vais souvent, on se balade en Asie, on n'a pas le sentiment de peur. Et au fond, je viens de me dire en vous écoutant, pourquoi est-ce que quand on rentre de Chine, où il se passe pourtant des choses que les droits de l'homme réprouvent, mais encore moins qu'on le dit, mais enfin bon, on se dit, pourquoi ici on a peur et pourquoi on sort d'un endroit où on a l'impression que personne n'a peur. Alors, ça remet en cause sans doute la notion d'ascenseur social, je ne sais pas, ou la notion de pérennité, d'éternité, de civilisation qui ne se savent pas mortelles encore. Peut-être que c'est ça qui fait moins peur. Mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Si on réfléchit bien, c'est surtout
La peur est une peur des pays en déclin. Peut-être qu'on a peur de perdre ce qu'on a et que quand on n'a Oui, rien, on a le rien à perdre. déclin, c'est sûr que quand on est en Chine et qu'on sait que de Comme toute ça, façon oui. ses enfants gagneront plus d'argent que vous et que de toute façon ils seront plus riches et qu'ils habiteront dans une plus grande maison, c'est Confiance sûr, dans l'avenir. c'est On y sûr que revient. ça change les choses. Mais bon, l'ascenseur, le descenseur social, on le connaît, mais c'est très intéressant sur les sociétés asiatiques en tout cas, quelles qu'elles soient. Hein, parce que ça va de... François. Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Je suis rentré, j'ai regardé la salle et j'ai eu un peu peur parce que j'ai vu que les gens, la moyenne d'âge était très élevée. Et je me souviens qu'en 1900, je me permets de le dire parce que j'ai moi-même les cheveux blancs. Je me souviens qu'en 1968, je voyais des colloques, j'allais regarder les colloques et les têtes étaient jeunes, étaient blondes et il y avait des perles dans les cheveux. Il y avait un grand espoir. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est l'amour qui peut supprimer la peur, l'amour de la vie? Et est-ce que vous ne pensez pas que l'amour de la vie, c'est l'amour des autres, c'est l'amour de la société, c'est l'amour de tout ce qui nous entoure, des juges, des créanciers? Et est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on a réparti, il y a ceux qui peuvent se permettre de ne pas avoir peur ou de très peu de choses ou qui peuvent aller chez le psychiatre, et ceux qui vivent la peur tous les jours. Mais la peur, comme si un ailier au rugby avait peur du 3/4 qui joue avec lui. Est-ce que vous ne pensez pas que cette peur elle est liée au fait qu'on ne peut pas aller voir quelqu'un d'important dans notre société et lui dire j'ai peur? Parce que si tu ne peux pas le payer, il va dire bah, moi je m'en fous. Et je crois que la peur c'est lié au manque d'amour qui existe aujourd'hui parce que nous avons perdu un certain espoir. Vous avez cité M. Mitterrand. En 1981, il y avait un grand espoir pour que enfin les hommes s'aiment. Et moi, je me rappelle quand Pierre Juquin tenait la main de Michel Rocard, Madame Cotta, vous devez vous souvenir de ça, et qu'ensemble, ils disaient, demain, quand les ouvriers rentreront à l'usine, ils auront la tête haute. Depuis, toute cette classe sociale et tous les autres ont dû baisser la tête. Alors, qu'est-ce qu'ils font pour plus avoir peur? Qu'est-ce qu'on fait tous? Eh bien, on essaie de gagner de l'argent. Alors la France a gagné de l'argent depuis la fin de la guerre. Elle en a gagné et elle l'a placé. Alors on le place comment? On achète par exemple de l'immobilier. On le loue. Et quand le locataire ne paie pas, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait peur, on le met dehors. Et là, on commence à avoir peur de soi-même. Parce que peur de celui qui nous regarde peut-être. Peur de ne pas faire les choses correctement. Et cette peur nous pousse encore à les faire malgré tout, à tricher, à mentir constamment, constamment, constamment. Alors une question, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'avais envie de vous le dire, c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Alors, pour répondre à monsieur, on va faire une petite expérience. En effet, ici, il n'y a que des cheveux blancs. Non, au balcon, il y a plein de jeunes. Alors les jeunes, je veux vous entendre. Voilà, là-haut, il y a 50 étudiants du BTS audiovisuel. Voilà. Il pourrait d'ailleurs, François, nous dire ce qu'il pense de l'avenir. Il pourrait nous dire ce qu'ils pensent de l'avenir, s'ils ont vraiment peur. Mais alors de les demain. jeunes, ils tweetent. Hashtag RD Cannes. Et ils sont sur le net. Voilà, ça c'est vrai, c'est une différence entre le balcon et l'orchestre. Vous nous l'avez énervé là. Hein. C'est vrai. Vous nous l'avez énervé, monsieur Mais, là. Hein. mais nous avons Emery qui doit faire le lien entre le balcon et l'orchestre. Ceux qui sont en bas découvrent qu'il y a 50 jeunes prêts à leur cracher dessus. Non, c'est Vous pas allez ce vivre qu'on dans la avait dit. peur. Michel, oui. Ça ne veut rien dire en la matière d'opposer les plus jeunes Non, bien sûr que aux non. plus âgés, parce que en ce Mais- qui concerne l'amour de la vie... Mais je ne peux pas laisser dire qu'il n'y a pas de jeunes dans la salle. Oui, oui. Au monsieur quand même s'il disait comment faire pour pas avoir peur. Oui, Oui, Olivier. moi j'ai l'impression que surtout Non, mais le comment monsieur faire a très très peur. Ne parlez Comment pas tous en faire même temps. Je ne sais pas Allez-y, de quoi Olivier. il a peur, Olivier. il a Comment très faire peur. pour pas avoir peur? C'est un truc que donne Alain. Alain était très, il avait beaucoup d'élèves, donc il donnait des trucs. Et bon, il a aussi fait la guerre de 14, vous le savez peut-être ou pas, alors qu'il était dispensé. Il était hors d'âge, il avait 47 ans, il était dispensé de manière double, parce que normalien, à l'époque, ils étaient dispensés de faire la guerre, mais à 47 ans, il s'est engagé. Et il avait beaucoup de jeunes élèves, la plupart de ces élèves sont morts. Si vous allez un jour voir ça au lycée Henri IV, c'est une assez triste expérience de voir la liste des morts, c'est quasiment la liste de tous ses élèves. Et lui était désespéré par une chose, c'est qu'en temps de guerre, les jeunes n'ont pas assez peur. Ou d'une certaine manière, ils ont peur de passer pour lâches. Et il dit qu'il y a des questions qu'on n'a pas le droit de poser à un jeune. Il y a des questions qu'on n'a pas le droit de poser, par exemple, as-tu le courage de faire ceci?
Et Alain décrit, il dit, si vous prenez une assemblée de soldats, si vous demandez des volontaires pour une action dangereuse dont on n'est pas sûr de revenir, les seuls qui vont lever la main tout de suite, ce sont les plus jeunes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'à la guerre, il ne s'agit pas d'être courageux, simplement il s'agit d'obéir. Il dit, il y a des questions qu'on n'a pas le droit de poser à des jeunes. Parce que la question du courage, ça touche l'orgueil, et on voudra lutter contre la peur qu'on ressent. Deuxième chose sur la peur, il dit, c'est quoi la matière du courage ? Est-ce que ceux qui sont courageux sont ceux qui n'ont pas peur ? C'est le contraire. Quelqu'un qui n'a pas peur, il n'est pas courageux. Au mieux, il est indifférent au danger. Celui qui est courageux, c'est celui qui connaît la peur et qui, malgré la peur, va agir. Et dernière chose très pratique, parce qu'il vous dit une chose très simple, il dit l'animal humain est ainsi fait que attendre pour lui, forcément, va se transformer en peur. L'attente fait naître la peur. Donc, si vous devez attendre quelque chose, si vous attendez un événement, un résultat, peut-être que François Mitterrand, le 10 mai 81, vers 14h30, avait un peu les chocottes, hein, on ne peut pas savoir, on n'est pas à sa place, mais Alain lui aurait dit, si tu ne veux pas avoir peur, fais une action, bien sûr, mais une action que tu as l'habitude de faire, qui est suffisamment difficile pour requérir ton attention, mais suffisamment habituelle pour ne pas te rendre maladroit. Donc faites des choses habituelles. Je sais pas, du tricot, des mots croisés. Voilà. Non, mais on l'a un peu dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'un monde sans peur est difficile à imaginer parce que ça veut dire un monde sans désir. Le désir, c'est lié à la peur. Dans le bouddhisme, par exemple, ou dans le nihilisme, ou dans certains, on essaye on abolit le désir, donc effectivement, on abolit la peur. Et vous avez parlé d'amour. Une définition du verbe aimer, pour moi, c'est aimer, c'est trembler pour quelqu'un. Donc ce qui est intéressant, c'est pas de supprimer le désir, effectivement, vous supprimez le désir, vous supprimez la peur. C'est d'essayer de la diminuer, de la dominer. Mais à la limite, enfin, supprimer le désir pour ne plus avoir peur, c'est pas de jeu, quoi. Ce qu'il faut, c'est juste Et on parlait de Churchill tout à l'heure, c'était quelqu'un qui vraiment, alors lui, il s'est mis à chaque fois dans des situations pour prendre une balle dans le front. Hein. Je ne parle pas de la guerre de la deuxième, je parle des premières, la guerre des bourgs en Afghanistan, en Inde et ailleurs. Comme si c'était une façon d'exister par rapport à son père. Il cherchait vraiment à se mettre une balle dans le front. Les balles lui sont passées à côté. Bon, bref. Mais il avait peur. Simplement, il disait, ce qui est formidable, c'est de dominer sa trouille, ce qu'il appelait le thrill. C'est ça qui est excitant. Alors là, après, ça peut devenir pathologique, effectivement, mais je trouve que c'est pas intéressant de supprimer le désir uniquement pour supprimer la peur. C'est un couple. Ah, une question suivante, François. Oui, monsieur. Oui, merci. Nous ne sommes pas tous égaux devant la peur. Il y en a qui ont peur des souris, etc. Je crois que Mme Cotta nous a dit que c'est la connaissance qui permettait de ne pas avoir peur. Je ne suis pas toujours... d'accord avec ça, des fois il vaut mieux pas savoir. Et c'est un sujet, pour revenir à la polémique précédente, où chacun peut avoir son idée. Une femme qui prend le métro et un ancien ministre qui a des policiers autour de lui ne peuvent pas avoir le même point de vue sur le sujet. De même qu'un rugbyman. Alors, je ne comprends pas les invectives. Donc, voilà ma question. Oui, c'est vrai, chacun a son opinion. C'était la deuxième rencontre de Cannes, l'opinion, c'est vrai. On avait passé... Une autre question ? D'autres questions ? Non, mais attends, on n'a pas répondu là, il faut répondre à la question du monsieur. Olivier. Pardon, hein, c'est juste Alain toujours, parce que c'est quelqu'un qui m'a nourri. Ah non, mais... Et vous avez des actions chez Alain, non ? On ne peut pas soupçonner les philosophes de s'enrichir par la citation d'Alain. Vous savez que ce n'est pas quelque chose qui rapporte, je vous le dis. Si vous ne voulez pas devenir riche, citez Alain. Ça marche très bien. Le succès est garanti. Alain explique une chose très simple, c'est que la peur, et effectivement, Herrero l'a dit tout à l'heure, il aurait fallu un biologiste. Mais bon, un philosophe qui s'occupe de physiologie peut répondre, et Alain y répond. Il dit, c'est la structure de notre corps qui fait que la peur est possible. Et la peur est d'abord un mouvement, c'est d'abord des émotions, ce sont donc mouvement, émotion, ça vient de l'extérieur, une émotion, ça vient de l'extérieur, les objets de l'extérieur nous sollicitent, et on a peur. On se retrouve mais on peut acquérir des compétences, comme disait Herrero. Lui prend un modèle athlétique, et en effet, ça fonctionne. Si vous faites
Si vous durcissez votre corps, si vous musclez, etc., vous donnerez moins prise à la peur. Parce que mécaniquement, la peur pourra moins agiter votre corps. Votre corps va résister. On peut s'habituer, ça se travaille. Et Alain dit également, par exemple, ceux qui chantent, peut-être parmi vous, il y en a qui chantent, ce n'est pas mon cas, mais le chanteur, le seul fait de devoir chanter fait qu'il va trouver une position pour son corps qui va permettre à la colonne d'air de sortir sans être étranglé, sans être angoissé, parce que l'origine du mot angoisse, c'est angustiae, c'est l'étranglement. Chanter, normalement, ça fait disparaître la peur. Et c'est pourquoi les soldats chantent. Vous voyez, il y a toute une physiologie de la peur qui est peu connue, qui est peu pratiquée, parce que notre enseignement est plutôt cérébral. Mais si vous lisez Alain, il y a plein de trucs physiologiques, et si vous lisez Descartes aussi, pour lutter contre la peur dans son origine physique même. Merci Olivier. Une autre question, François? Peut-être là-bas, il y en avait une au fond. Comme tu veux. Deux au fond. Ah ben voilà. Oui. Que pensez-vous de la pensée de René Girard au sujet de la peur, l'anthropologue et le philosophe? Et ma deuxième question, que pensez-vous de l'ouvrage d'Alain Turan, La fin des sociétés? Merci. Qui peut répondre à cette question? Olivier? Non, sur René Girard, il y a René Girard, pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui connaissent, c'est quelqu'un qui déteste les philosophes, mais qui lui-même a inventé quelque chose que les philosophes trouvent très intéressant. Ça s'appelle la théorie du bouc émissaire et celle du désir mimétique. Qu'est-ce qu'il dit, René Girard? En démocratie, il n'y a plus un système de caste, de différence. Donc, d'une certaine manière, il y a une égalité de droit, qui n'est pas une égalité de fait. Et ça fait naître de la rivalité. Et la rivalité mimétique, ça veut dire que vous pouvez avoir exactement ce que le voisin a. Il n'y a plus de raison de ne pas l'avoir. Donc ça fait naître de la convoitise, donc ça fait naître du désir, il appelle ça le triangle mimétique. Tous les autres deviennent des modèles, vous voulez la même chose que l'autre, mais en même temps, le modèle est un obstacle. Et oui, si vous voulez la même chose que l'autre, mais qu'il l'a, il faut le supprimer, il faut prendre sa place. Donc ça fait naître de la violence, la démocratie. Vous voyez, structurellement. L'égalité, la promesse de l'égalité fait naître ce risque-là. Et que dit René Girard? Dans ces situations de crise mimétique, on cherche un bouc émissaire. Pourquoi? Parce que ça va faire de l'unanimité. Tout le monde va être d'accord sur une chose, une victime. Il faut bien la choisir, dit René Girard. Il ne faut pas se tromper. Si on choisit le mauvais bouc émissaire, il faudra recommencer. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un mécanisme qu'il décrit. Il se trouve que même chez les animaux, on observe des choses comme ça. C'est une expérience qui a été faite, elle est atroce, je vous la raconte quand même. Vous prenez un poulailler, vous prenez des poules. Bon, mettons que chaque poule a 5 mètres carrés. Vous voyez, c'est une poule en plein air, elle a 5 mètres carrés pour s'ébattre. Tout va bien. Vous prenez une poule, vous lui peignez la crête en bleu. Voilà. Tant qu'il y a 5 mètres carrés, tout va bien. Maintenant, vous réduisez la taille du poulailler, vous créez une surpopulation. Dans un tout petit poulailler, les mêmes poules, s'il y en a une qui a la crête bleue, elles vont la tuer. C'est un phénomène lié à... Bon, il n'y a pas de rivalité mimétique chez les poules, vous voyez, simplement la compression du territoire fait naître de l'agressivité. On va chercher une victime. Et que dit René Girard? Son hypothèse est très simple et géniale. C'est qu'il suffit de la plus petite différence possible pour attirer la violence maximale de l'intégralité du groupe. Et donc, dans les religions, c'est un critère pour être sûr de l'innocence de quelqu'un, c'est quand tout le monde veut sa peau. Vous pouvez être sûr qu'il est innocent. François. France, il y avait une question là-bas, je crois, au fond. Non, une madame? Non, plus? Non, plus du tout. Peut-être un dernier tour de table et après on va donner la parole à Roland. Très bien, je vais faire un dernier tour de table. On va commencer par vous, Emery. Moi, j'ai juste une question simple. De quoi avez-vous peur demain? Il faut que je sois sérieux. Parce que j'ai vu Elisabeth Lévy tout à l'heure et... Elle n'est pas dans la salle, donc profitez-en. Si, je l'ai vu revenir. T'es où? Okay. Je suis très gentil avec Elisabeth Lévy, justement. Ce que j'ai peur de demain, alors il y a l'évidence perdre mes enfants, et le truc moins évident, parce que vous ne me connaissez pas, j'ai peur de moi. Mais l'avenir vous fait peur?
Est-ce que ce qui pourrait venir demain vous inquiète? Je dois être très naïf parce que ça m'a vraiment jamais inquiété. Tout à l'heure, Olivier, vous disiez que vous n'aviez pas le temps d'avoir peur. C'est ce que vous disiez, je crois. Hein, vous n'avez pas le temps d'avoir des peurs. C'est vrai, j'ai dit ça? Oui, c'est ce que j'ai retenu. J'écoute ce que vous dites attentivement. Oui, non, mais bon, voilà, je pense qu'il faut avoir du temps pour avoir peur. Parce qu'à lundi, c'est la situation d'attente qui fait qu'on a peur. Si on est en situation d'attente, mécaniquement, on aura peur. Voilà, si on n'a pas le temps, on n'a pas peur. C'est mon professeur Hubert Grenier racontait ça. Il dit quand vous venez de passer votre permis de conduire, si vous avez la malchance d'habiter à Paris et que vous vous retrouvez à vous dire que vous allez aller place de l'Étoile, voyez, mais tout seul, place de l'Étoile. Il m'a dit c'est ça le danger, c'est l'imagination, c'est avant la place de l'Étoile, la peur. Parce qu'une fois que vous y êtes, vous n'avez pas le temps. Vous êtes obligé de choisir à droite, à gauche, etc. Une fois que vous êtes dans l'action, en effet, vous n'avez pas le temps d'avoir peur. Donc le remède à la peur, c'est juste, trouvez-vous des actions. Soit c'est des petites actions que vous savez faire les unes après les autres. Michel? Non, moi je retiens un peu dans le même sens la phrase que tu vas me redire, là, qui est... voilà. Si tu avances, tu meurs. Si tu recules, tu meurs. Pourquoi reculer? Voilà, je trouve que c'est une bonne conclusion à ce débat. Merci Michel. Et vous, Frédéric? Moi, j'ai assez, enfin ça m'a un peu quitté maintenant, mais quand j'étais plus jeune, j'ai assez aimé avoir peur. Enfin, je parlais tout à l'heure du Always Savor the Thrill de Churchill, c'est-à-dire que dominer sa trouille, je trouve que c'est un... Après, on ne se sent jamais autant vivant qu'après avoir affronté un danger. Alors, ça peut être du ski extrême dans le Wyoming ou la chasse à courre au bord d'un précipice. Bon, ça... Oui. Je vous rassure, ça m'a un peu quitté, mais je trouve que moi, j'ai assez aimé avoir peur dans ma jeunesse. Et la jeunesse, peut-être la jeunesse, c'est une sorte d'impatience amoureuse envers ça, envers la mort, envers le danger. On se croit immortel quand on est jeune, on n'a pas peur de mourir. C'est pour ça qu'on envoie plutôt les jeunes à la guerre en général. Les vieux, ils restent derrière à boire des coups. Mais si je devais nous faire un reproche, je pense qu'on a été un petit peu... On n'a pas donné assez une dimension... positive de la peur. Enfin, la peur, ça peut être un carburant aussi. Enfin, ce qui est embêtant, c'est quand on l'utilise, quand des gens l'utilisent. Mais moi, j'ai assez aimé avoir peur. J'aime bien avoir peur au cinéma aussi. Mais justement, tu en parlais, c'est pas la vraie peur, c'est un reflet de la peur. On peut avoir la peur du navet au cinéma. Oui, absolument aussi. Myriam. Je n'aime pas du tout avoir peur et j'ai tendance à ne pas avoir peur de demain. Et je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit sur des situations différentes. Voilà, si on compare la fille toute seule dans le métro et le ministre entouré de ses gardes du corps, qui a le plus peur de ces deux figures, vraiment? Entre la fille qui a l'usage de son environnement, qui connaît son environnement, et un garde du corps et un ministre qui perpétuellement navigue et évolue dans une bulle. Enfin, si je peux... Voilà, ce serait ma question. Et je pense que la réponse n'est pas évidente. Enfin, je pense que la fille a moins peur que le ministre. On va remercier nos invités. Merci à eux, merci pour ce débat et on accueille Roland Quérol. Oula. Bien, chers amis, bonsoir. Je réussis à me faire inviter tous les ans, tellement c'est un plaisir de vous voir, même quand je ne connais rien au sujet qui est traité. Je suis très content d'avoir ce sentiment de faire partie des meubles parmi vous. En tout cas, c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver. Cette histoire des grains de poivre, qui est une idée de François, ça me permettait chaque fois de venir dire que tout le monde avait eu tort avant moi sans que personne puisse me répondre, ce qui était aussi une position extrêmement enviable. C'est plus difficile quand on me donne le premier soir parce qu'on va ensuite tous dîner ensemble, que demain on va déjeuner ensemble. Bref, il faut quand même que je fasse attention, surtout sur les sujets que je ne connais pas. Alors,
D'abord, j'ai entendu parler beaucoup au début ici de Jean Delumeau, et ça m'a fait plaisir parce que c'est un vieil ami. Et donc, puisque chacun y est allé de ses conseils de lecture, je vous conseille de lire du Delumeau. Je l'ai connu pourtant un jour où il m'a énervé. On était invités tous les deux dans une émission de télévision d'un très haut niveau culturel, dont certaines ici se souviennent peut-être, qui s'appelait « Aujourd'hui, Madame ». Et un peu comme notre ami aujourd'hui, mais lui, il l'a fait à la fin, de but en blanc, l'animatrice nous a demandé « De quoi avez-vous peur ?» Et moi, pris absolument à dépourvu, j'ai dit un truc tellement bête que je m'en suis voulu depuis, mais je crois que je ferai la même réponse aujourd'hui. J'ai répondu des insectes. Et Delumeau m'a regardé comme si j'étais moi-même un insecte, et il a dit, lui, non mais arrivé à un certain niveau, on a totalement maîtrisé ses peurs. Voilà. Eh bien, je ne suis pas arrivé au niveau où était déjà Delumeau il y a 25 ans. Je vais vous raconter encore une histoire qui se passe il y a une bonne dizaine d'années. Je ne sais pas si vous vous rappelez, New York était une ville qui avait peur. On avait peur de sortir le soir. Les gens de downtown n'imaginaient pas aller dîner à Harlem. Dans cette période-là, j'enseignais à New York University et je rencontre le matin à NYU un de mes collègues américains qui avait l'air un peu soucieux et qui avait avec lui un portefeuille et qui me dit faut que je trouve les gens qui n'ont plus ce portefeuille et que je les appelle pour qu'ils le récupèrent. Je dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il me dit j'étais hier soir avec des amis à une soirée de gala, donc on était en smoking et robe du soir. Et on était vers la 80e rue Est, donc vraiment un quartier chic. Et on est sorti, il n'y avait pas de taxi. Et il me dit, j'ai dit à mes amis, mais il me semble qu'il y a un bus qui devrait nous ramener vers le village. Et il me dit, je vais vers l'arrêt de bus. J'étais donc en smoking, attendu par 3 autres personnes qui étaient en smoking ou robe du soir. Et je vais vers l'arrêt de bus où il y avait 2 ou 3 jeunes noirs qui était en train d'attendre d'arriver le bus. Et lui, il arrive, il est le barbu juif new-yorkais, prof d'université, comme dans un film de Woody Allen. Il a l'air assez sympathique en plus. Et il dit, ils ont eu tellement peur qu'ils ont jeté ce portefeuille et ils ont couru en disant « Ne tirez pas, ne tirez pas ». Voilà une histoire qui a plus d'une dizaine d'années, qui ne serait plus possible aujourd'hui. New York n'a plus peur. Et c'est une chose absolument frappante. Et je voudrais dire à Elisabeth Lévy et à Pierre Jox que si New York n'a plus peur, c'est qu'il y a eu à la fois un travail énorme de présence policière, de prévention, et puis d'éducation, d'action scolaire, d'action sociale envers les milieux défavorisés, d'action collective au niveau des quartiers. C'est l'ensemble de tout ça qui fait, je crois, moi, une politique pénale, une politique d'insertion, et qui fait qu'on finit par ne plus avoir peur. Alors, évidemment, c'est embêtant d'avoir donné un grain de poivre après une séance, 2 séances, dont la première notamment n'en a certes pas manqué. Et je ne voudrais pas réveiller des passions qui sont en train de s'apaiser. Alors j'y vais pas à pas, doucement. Comment dire? Ma vieille copine Elisabeth, elle est là, ouais. J'ai une certaine admiration pour Elisabeth, que j'aime beaucoup humainement, mais avec je suis en désaccord à peu près tout dans la vie, surtout à peu près tout dans la vie. J'ai une admiration pour la capacité qu'elle a, extraordinaire, de provoquer une véritable hystérisation des débats auxquels elle participe. Et je me demande chaque fois, mais quand même, qu'est-ce qu'elle leur fait pour les énerver tant? C'est pas seulement qu'elle dise des choses affreuses. Oui, elle dit des choses affreuses, mais il y a plein de gens qui disent des choses affreuses et qui ne font pas cet effet. Et alors, je crois que c'est parce que... tiens, il faudrait que j'en parle à Sarkozy aussi. Je crois que quand on accepte le statut de victime et qu'on le revendique, on énerve terriblement les autres. Et que cette façon de sembler nous dire toujours « Je sais bien, nous sommes minoritaires dans cette société, personne ne nous écoute, ceux qui sont paumés, ceux qui ont peur non plus, vous, ceux qui auront la morgue sociale, le mépris, le pouvoir, vous ne nous permettez même pas de parler. » Et moi je me dis « Ah bon, on les entend pas ?
Mais alors on ne doit pas écouter les mêmes postes. Moi, je les entends beaucoup et quand j'entends parler de pensée dominante, il m'arrive de me demander si elle ne serait pas désormais plutôt de ce côté-là. En tout cas, cette école de pensée et d'action verbale met souvent l'accent sur deux types de peurs qui tout de même, arrêtons-nous une minute là-dessus, existent dans nos sociétés. La peur de l'agression physique, ça existe. Je sais bien que Pierre Jox nous a dit qu'il n'y a qu'une peur qui vaille, c'est la peur de peur de mourir, et surtout la peur d'être tué par une arme létale. Et n'oubliant pas qu'il avait été ministre de la Défense, il a dit que de ce point de vue, la guerre était ce qu'il y avait de mieux, quoi. Oui, enfin, entre deux bonnes guerres, on se fait quand même de vraies raisons d'avoir peur. Je suis persuadé qu'il y a pas mal de gens qui sont dans cette salle et qui, de temps en temps, dans certains quartiers, même de la tranquille ville de Cannes, hésitent un peu à rentrer après une certaine heure. C'est une donnée de société qu'il faut prendre en compte. Et puis, il y a cette peur diffuse, à laquelle Elisabeth est très sensible, je crois, de voir que tout fout le camp, quoi, dans cette France. On ne reconnaît plus notre France. On n'est plus tous là autour du clocher du village, on ne va même plus à la pâtisserie après la messe, il y a des Arabes partout. Voilà, des minarets vont bientôt remplacer les fameuses églises. Voilà, ça ne va pas. J'ai remarqué que Jean-Claude Monod, dans son topo de départ, nous avait dit une chose qui m'a alerté, que je trouve un guide intéressant. Il nous a dit « La peur collective de l'autre est rassurante par rapport à l'angoisse personnelle, individuelle. » Et je crois que c'est souvent vrai. Même chose quand Pourriol nous a cité Girard et le bouc émissaire. Le bouc émissaire est bien utile dans ces moments-là, dans ces moments où les peurs collectives existent et sont parfois attisées par les uns et les autres. Et puis Pierre Jox nous a rappelé, il doit y tenir beaucoup parce qu'il nous avait dit ça dans les mêmes termes exactement l'année dernière, il y a un vieux fond raciste français. Oui, il y a un vieux fond raciste français. Il y a un vieux fond antisémite français qui concerne toujours à peu près 1/5 de la population. Et je trouve ça inouï qu'après toutes les campagnes de sensibilisation sur la Shoah, les véritables tabous, les lois interdisant d'en parler, les sondeurs trouvent toujours qu'1/5 des Français interrogés, représentatifs, trouvent qu'il y a trop de juifs en France, que les juifs gagnent trop d'argent, qu'ils n'aimeraient pas que leurs enfants épousent un juif ou une juive. Bref, les stéréotypes de l'antisémitisme sont toujours là. Ils ont été relayés et dépassés par des stéréotypes extrêmement forts sur les Arabes et maintenant plutôt sur les musulmans. La peur de l'islam, la peur du musulman est devenue quelque chose qui a envahi pratiquement aujourd'hui un Français sur deux. Mais je ne suivrai pas Pierre Jox sur le fond raciste français. C'est un fond raciste de toutes nos sociétés. Il y a un Français sur deux, mais il y a un Suédois sur deux, un Anglais sur deux, un Allemand sur deux, un Italien sur deux, qui ont aussi peur et qui disent ne pas aimer désormais les musulmans. Nous sommes donc dans une période assez grave de ce point de vue et qui me paraît d'autant plus grave, en tout cas pour la France, je ne l'ai pas vérifié dans les données d'autres pays, c'est qu'une chose a sauté ces toutes dernières années, c'est le tabou de la nationalité. Vous le savez comme moi, et dans cette région, vous le savez très bien, beaucoup de gens vous disent, parce qu'ils sont mécontents, que, je ne sais pas, les bancs du centre-ville soient occupés par de jeunes Arabes, qui s'en aillent, quoi, qui s'en aillent. Et si on leur disait il y a quelques années à ces gens-là, enfin, Mohamed, Ali ou Hakim, ils sont français, ils sont nés dans ce village, ah, ça faisait un peu taire qu'ils s'en aillent. Plus maintenant. Plus maintenant, le tabou de la nationalité a été dépassé. Moi, je trouve ça évidemment terriblement regrettable comme citoyen de cette République, mais je crois que nous en sommes là et que ça aussi, ça fait un peu peur
cette peur des gens qui se transforme en une telle hostilité. 2 mots encore, si François me le permet. D'abord, pour revenir sur ce qui a été dit dans cette dernière table ronde, qui m'a paru très juste, sur la morosité des temps par rapport à l'avenir, et le rôle du politique dans tout ça. Je crois que le niveau de court-termisme de la politique française n'a jamais été à ce point. On a le sentiment qu'aucun projet à 5 ans ne les intéresse plus, que l'horizon indépassable, c'est l'horizon des prochaines élections. Je me demandais pourquoi mon dernier bouquin n'avait pas si bien marché en librairie. Alors mon éditeur me disait les bouquins ne marchent plus en librairie. Bon, c'était avant Valérie Trierweiler, d'accord, je crois qu'il y avait une meilleure raison. C'est que mon bouquin s'appelait « Tenez enfin vos promesses ». Et les gens, les lecteurs, ils savaient bien mieux que moi que ça n'avait aucun intérêt de dire ça aux hommes politiques, que c'était fini l'époque où on pouvait encore croire aux promesses politiques. Alors, vous voyez, je me disais, après avoir entendu ce débat, que j'ai trouvé très, très juste, ce qu'il y a de terrible, et qui, pour le coup, fait un peu peur aux politologues que je demeure, c'est qu'on a le sentiment aujourd'hui d'un jeu politique avec, d'un côté, des partis démocratiques, gauche, droite, qui sont absolument incapables de répondre aux questions que les gens se posent, qui sont incapables, comme disait Michel, Frédéric, d'éclairer leur avenir. Et donc, ils distillent de la peur. Ils distillent la peur que donnent des gens qui sont incapables, visiblement, de gouverner en notre nom, et comme le rappelait Michel, de donner un cap. Et en face, on a un parti non démocratique qui, au contraire, joue avec le feu, attise les peurs, et je le disais tout à l'heure, les peurs bien réelles, peur d'agression physique, peur de perte d'identité, que ressentent ces personnes qui se sentent abandonnées par le système politique. De ce point de vue, moi, je suis assez pessimiste sur l'évolution politique de cette société, d'autant que, et j'en termine par là, c'est Nourdine le premier qui a parlé de la grande place médiatique, et vous y êtes beaucoup revenu dans la dernière phase. Moi, je crois que c'est très grave que cette vie politique-là, terrifiante, entre des démocrates incapables de répondre aux questions et des non-démocrates qui attisent les peurs, je trouve que c'est très grave que ça se passe sous le regard et l'arbitrage des médias tels qu'ils sont en train de devenir. Je pense que cette façon de banaliser la politique, de ne plus s'intéresser au contenu de ce qui se passe, mais au spectacle permanent de ce qui ne se passe pas, d'ailleurs. La voiture de M. Sarkozy vient de partir de son domicile, nous la suivons en direct. Voilà, moi je trouve que c'est assez grave pour les perspectives de notre démocratie, et c'est sur cette note peu optimiste, pour une fois, que je vous laisse pour ce soir. Merci. Mes amis, je vous donne rendez-vous demain. On ouvre la salle à 13h30 et passez une bonne soirée.